Salut les marques et salut les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Et on a chaud cette semaine, nous sommes la semaine de Clash of Champions, le pay-per-view où tous les titres étaient défendus. Eh bien, je suis Raphaël et je suis là avec mon ami Chris pour analyser cette nuit de folie, on peut dire ça, hein, n'est-ce pas Chris ? Salut Raphaël, salut peuple de catch-up. Écoute, nuit de folie, je sais pas, ouais, on va en disserter quoi, mais il y a eu des trucs fous et puis des trucs peut-être un peu moins fous. En tout cas, on a eu une longue soirée. Nous étions à Charlotte, en Caroline du Nord, donc on verra que ça va avoir son importance pour les natifs de l'endroit. Est-ce que tu as regardé le kick-off, le pré-show, Chris ? Tout à fait. J'ai regardé les 2 matchs de kick-off. Et ouais, il y en avait 2. Alors le premier, ça commence à être une habitude, c'était le match Cruiserweight. Donc ce coup-ci, on a eu droit à un triple threat. C'était le champion Drew Gulak qui défendait son titre contre Lince Dorado et Humberto Carrillo. Alors si, comme moi, vous n'êtes pas un grand suiveur de 205, c'est des challengers assez frais. On les a pas vus beaucoup, on les a jamais vus d'ailleurs, je crois, en pay-per-view, les deux. Donc on a un affrontement cruiserweight, comme on pouvait s'y attendre. En plus, la stipulation permet d'avoir des enchaînements assez variés. Et au final, Humberto Carrillo réussit à placer son tombé sur Lince Dorado, mais il se fait voler la place par Drew Gulak, qui réussit donc à conserver son titre de belle manière, on peut dire, comme un heel, quoi. Ouais, comme un heel, c'était un bon petit match, assez court, mais c'était un bon petit match avec du lucha style, puisqu'on avait avec Carrillo et Lince Dorado. Lince Dorado qui est sorti de le Lucha House Party. Lui aussi qui a le droit à un petit run solo là. Et écoute, moi Humberto Carrillo, je le découvre, je l'avais vu un petit peu NXT, mais on peut pas dire qu'on l'a vu énormément. Je crois qu'il a été blessé à un moment, et puis après il est passé à 2 donc du coup je l'avais un peu perdu dans mes radars. Et je lui trouve une certaine filiation avec Tito Santana, Oui. et j'aime plutôt bien ce catcheur. Et du coup, ce match, il était pas mal, comme souvent les cruiserweight, en pré-show, en kick-off, souvent nous sortent des prestations quand même de bonne qualité. Et puis j'aime bien Drew Gulak, il est épais, tu vois, il sort un peu de la norme cruiserweight, et Ah oui. du coup c'est un spécialiste de la soumission, et c'est du coup intéressant cette opposition de style pour le coup entre les cordes. Et c'était un match potable. Ouais, il a un petit peu abandonné sa gimmick du no-fly zone a priori, mais oui, c'est un peu dans l'idée, quoi. On peut faire moins de 205 livres et ne pas être obligé de voltiger dans tous les sens. Donc c'est vrai, c'était pas mal. Humberto Carrillo, je ne sais pas son âge, il fait très très jeune. En tout cas, j'ai trouvé, je sais. Ah, je te retrouverai son âge, mais je t'avoue, je sais pas non plus quel âge il a, mais je pense qu'effectivement, oui, il est très jeune, quoi. Mais en lui, moi, je trouve du Tito Santana, je trouve des attitudes que j'aime bien, quoi. Et je pense que c'est un type à suivre, quoi. Il cherche des latinos. La WWE, c'est toujours le même problème. Chercher les latinos qui vont faire marcher le business sur cette partie de la population américaine. Et Humberto Carrillo, en bossant bien avec lui, il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose de pas mal. Il y a un potentiel. Ouais, on suivra ça, on essaiera de suivre ça avec attention, c'est vrai. Non, on va passer au deuxième match du pré-show. De toute façon, dans le kick-off, je sais pas toi, mais je crois que personne ne regarde les interviews et tout ce qui s'y passe avec les panels. C'est pas très intéressant. Ouais, non, non. Après, le seul truc qu'il y a eu d'intéressant, en fait, en dehors des 2 matchs, c'est qu'il y a eu les gros packages vidéo pour l'arrivée sur SmackDown, l'arrivée de SmackDown sur la Fox, et puis l'arrivée de NXT mercredi soir en live TV. Et franchement, la WWE, pour ça, ils sont bons. Le package vidéo pour l'annonce de l'arrivée sur la Fox, il est assez énorme. Si vous avez l'occasion de le voir, ça dure 45-50 secondes, et c'est assez consistant. Ouais, et on a eu lors du pré-show, donc on a eu l'officialisation de futurs drafts, justement entre SmackDown et Raw pendant le mois d'octobre. Donc Oui, dès le pré-show, effectivement, ils ont commencé à annoncer, à parler de la draft qui va donc avoir lieu, je crois, le 11 et le 14 octobre, un truc comme ça. c'est ça, je crois bien. Et étonnamment, la draft va commencer à SmackDown et finira à Raw, et non pas le contraire. D'accord, j'avais pas regardé. Écoute, information intéressante. Pour ce qui est du deuxième match du pré-show, donc par contre, on reste plutôt dans le giron de Raw. C'est étonnamment, c'est le titre US qui est là, Edge Styles contre Cedric Alexander. Donc c'est le dernier des matchs à avoir été booké pour les ceintures. Edge Styles affronte un challenger qui en veut, qui a du mérite, mais qui ne va pas réussir à gagner son premier titre puisque il y a il y a un Phenomenal Forearm qui sera suivi d'un Styles Clash
qui permettra la victoire d'AJ Styles. Et histoire d'en rajouter un petit peu avec le DOC, ils vont tabasser gentiment, pas trop longtemps, mais histoire de dire, ils vont tabasser le pauvre Alexander qui repart du coup avant même le main show sans ceinture. Est-ce que t'as été étonné déjà de ce positionnement sur la carte? J'imagine que oui. Et qu'as-tu pensé du résultat du match? Ouais, alors là, je te cache pas, grosse déception. Grosse déception de voir ce match dans le pré-show. Franchement, je m'attendais à ce qu'il soit sur la carte et je m'attendais en plus à un bon combat. Du coup, moi, écoute, mon avis personnel à moi que j'ai, c'est que c'était de la merde. Ils ont eu 5 minutes. Voilà. Et en plus, le pire, c'est que j'ai envie de te dire que les 5 premières minutes déjà étaient grave alléchantes parce que sur les 2-3 premiers spots du combat, ça a envoyé d'entrée. Et franchement, il y avait vraiment moyen de faire un truc vraiment sympa dans ce match-là. Et pour moi, ça a été archi gâché, quoi. Donc écoute, pour moi, c'est anecdotique que le beatdown est aussi à la fin, quoi. C'était histoire de dire, histoire d'en remettre un petit peu sur le truc. Mais de toute façon, j'avais pas d'espoir quand j'ai vu que le main show allait commencer 6-7 minutes alors que les mecs étaient commencés juste leurs entrées. Je me suis dit, oh là là, c'est mort, on va avoir un combat phagocyté. Phagocyté, peuple de catch-up. Voilà. Ça, c'est... Du coup, grosse déception d'entrée. Deuxième match, pré-show, bam, déception pour ma part. Ça, c'est vrai que je trouve ça assez mortel pour le suspense quand il y a ce compte à rebours sur le... Attention, c'est complètement con. Mais bon, moi j'étais assez surpris de la position sur la carte et au début j'ai pas fait attention à l'horloge, moi, donc je me suis dit que c'était peut-être un mal pour un bien et l'occasion de voir 10-15 minutes de catch. Mais non. Donc effectivement, drôle d'interrogation. Après, je sais pas, est-ce qu'il y avait eu une annonce? Quel autre match du main show aurait pu être en pré-show? C'était difficile à définir, là. Ouais, je t'avoue que j'en sais rien. Puis c'était même pas le fait de définir. C'était facile de mettre un match random. Mettre un match random en kick-off, ils savent faire quand même à la WWE. Donc, oui, c'est sûr. Malheureusement, voilà. Du coup, on a deux. C'est pas mal parce que le pré-show, il a deux matchs pour un titre, voilà, Cruiserweight et US. Mais là, le match US, pour moi, il était autre chose. Enfin bon, pour moi, clairement, je vais pas disserter, je t'avoue, des heures dessus, parce que pour moi, c'est clairement une déception. Ouais, la Chris est déçue. Bah écoute, on va passer à la suite alors. T'as raison. On va sortir un peu du marasme et on va arriver dans le vrai show, dans le main show, donc Clash of Champions pour de vrais commences. On finit le kick-off et on attaque directement par du très 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 lourd. Un des matchs les plus attendus puisque c'est le fameux Tag Team Championship match de Raw avec Braun Strowman et Seth Rollins, ces fameux co-champions et aussi futurs rivaux qui vont défendre leur titre contre Bobby Roode et Dolph Ziggler. Alors là, pour le coup, je trouve le positionnement assez logique puisqu'on sait que les deux vont avoir un très gros match plus tard. Paraissait normal de les mettre au début là, non, plutôt? Oui, ça paraît là pour le coup, il n'y avait pas de surprise comme tu l'as dit et ça paraît totalement logique. Ouais. Là, j'ai rien à redire sur la position de ce match-là sur la carte. Bon, pour ça on est rassuré. Alors après, pour la qualité du match, on a eu un affrontement marqué entre les deux équipes, avec un Strowman qui apparaît très dominateur, très fort, qui va faire tourner un peu ses adversaires comme il le fait, enfin tourner en les percutant à l'extérieur. Mais c'est Rollins qui passe un long moment à subir les assauts des deux adversaires. Et à un moment donné, Bobby Roode est prêt à placer son finisher sur Seth Rollins. Strowman intervient, sauf qu'il pousse Bobby Roode sur Seth Rollins, qui du coup encaisse un coup en plus. Dolph Ziggler fait sortir Strowman et Robert Roode, pardon, je l'ai appelé Bobby, quelle honte, Robert Roode n'a plus qu'à placer son Glorious DDT et un Glorious DDT, ça réussit à faire pin le champion universel. 1, 2, 3. Nous avons des nouveaux champions par équipe à Raw. L'équipe des Glorious, je sais pas comment on pourrait s'appeler, des Glorious Show-Off. Ouais, Glorious Show-Off. Et ben voilà, alors Braun Strowman il est un peu deg, il part, il laisse tomber son pauvre ami Rollins. Là il y a eu mésentente, ils ont pas réussi à rester champions tous les deux. Et puis voilà, alors qu'est-ce qu'on en pense de cette drôle d'équipe qui gagne les titres? Ça t'a plu cet affrontement là, Chris? Ouais, énième titre pour Dolph Ziggler, il a un palmarès quand même long comme le bras, l'ami, et Bobby Roode, lui commence un petit peu avec l'US, c'est son deuxième titre de tag, je crois. Avec Gable peut-être, ouais, c'est ça. Ce match-là, je vais pas te cacher que
encore une fois, pas trop de saveur parce que je m'attendais largement à la victoire de Ziggler et Rude. J'espérais que Rude allait revenir avec sa moustache, mais ça n'a pas été le cas. Mm. Et voilà, victoire des Heels, sans surprise pour moi, si tu veux. Donc du coup, ça m'a un peu, voilà, c'était un peu plan-plan. C'était bien, mais c'était pas. Le match a été assez court. Oui. C'était voilà attendu. Donc si tu veux, donc du coup, ouais, je peux pas te dire que j'ai été véritablement enthousiasmé par ce combat-là. C'est marrant de voir les deux vétérans là, voilà, champions par équipe. On va voir un peu où ils vont aller avec eux. C'est ça Mm. qui, finalement, c'est ça qui m'intéresse le plus, si tu veux. Surtout que je crois qu'on l'a déjà dit tous les deux, mais la Tag Team Division à Raw, elle se porte bien. Et Ouais. c'est une bonne nouvelle qu'il y ait une vraie équipe qui revienne avec le titre là après ce duo Strowman-Rollins. Donc du coup, ça peut être intéressant pour la Tag Team Division du show rouge. Ouais, moi je suis comme toi. J'aurais pas. C'est marrant, tu vois. J'étais pas garanti de leur victoire. Bon, j'aurais eu du mal à voir comment il faut faire tenir Rollins Strowman longtemps, mais j'étais pas. Mais je suis très content pour les deux, hein, Roode et Ziggler. Ziggler continue de bien me plaire. Hein, il continue à faire des runs. Il fait penser à son copain le Miz là. C'est-à-dire pendant des années, on se dit qu'il va pas réussir à revenir au haut niveau. Puis bon, bah, voilà. Ziggler était encore là. Ouais, Et bah pour Strowman et Rollins, on va prendre une petite douche et puis on va attendre le main event gentiment quoi. Hein. voilà, c'est ça. Retour au vestiaire et puis À tout à l'heure. c'est parti pour le. C'était le warm-up. Ouais. Alors entre-temps, il y aura tous les autres matchs de la carte avant ce face-à-face entre Seth Rollins et Braun Strowman. À commencer par le titre féminin de SmackDown. Charlotte, donc la multiple championne féminine, hein, 9 fois championne, qui a défié Bayley. Sur le principe, ça paraissait une opposition délicate pour Bayley, la championne, mais entre-temps, Bayley, elle a retrouvé sa copine Sasha Banks, elle a pris une autre dynamique, une autre hargne, et donc c'était tout l'intérêt de ce match. Match qui est relativement court lui aussi, et qui va s'achever d'une drôle de manière, puisque alors que Charlotte tape Bayley dans un coin du ring, l'arbitre évidemment intervient, sépare Charlotte. Bayley en profite pour enlever le coussin qu'il y a sur le turnbuckle du bas, et ensuite elle va faire tomber Charlotte à tête la première sur cette partie qui est donc non protégée, qui est de l'acier pur, et ça lui suffira pour porter un tombé. Donc Bayley a chopé le vice et elle bat Charlotte finalement dans un match. Moi, j'ai là pour le coup, je sais pas quelle va être ton analyse, mais là pour le coup, j'ai trouvé que c'était du vrai très rapide, un peu gâché quoi. Je sais pas si t'as le même sentiment. J'ai le sentiment que j'ai pas beaucoup aimé ce match non plus. Tu vois, ce match a été, comme tu l'as dit encore une fois, beaucoup trop court. Je pense que ce match avait la capacité à être largement meilleur que ce qu'on nous a proposé. Ça a été vraiment du service minimum, presque, j'ai envie de dire. C'est pas vraiment surprenant. Hein. Quand tu fais l'analyse sur ce qui s'est passé, tu te dis, mais il y a eu que ça, en fait. Ben oui, moi je me souviens pas de grand chose à part ce finish bizarre, ouais. Ce finish, donc, qui lui aussi est assez bizarroïde, effectivement, avec ce. En fait, ce qui est étonnant, c'est que Flair se cogne la tête et que tout de suite, elle porte le tombé, quoi. Il se passe rien du tout derrière, elle tente pas un finisher, elle tente rien, voilà, elle décide de piner immédiatement Charlotte. Mm. Et elle se barre dans une cavalcade de fous, puisqu'elle Oui. ne célèbre même pas. Et elle se barre direct et retourne au titre en cavalant à 100 à l'heure. Donc voilà, fin de l'histoire du SmackDown féminin. Ok, circulé, il n'y a plus rien à voir. Voilà. Ouais, je pense que voilà, on a voulu nous raconter l'histoire que Bailey est vraiment heal et que maintenant elle faisait des trucs méchants et pas beaux et des trucs tordus, mais ça aurait pu ça aurait pu se faire après un petit peu de catch quand même. Ouais, un petit peu de catch, surtout normalement dans une affiche qui nous propose deux des meilleures workeuses. Bah oui. Donc si tu veux, si le business fait pas le boulot avec ses workeuses, ça va pas, quoi. Mm. Je pense Ouais, que personne ne considère que le Charlotte Bailey a délivré la marchandise, là, tu vois. ah non, bah écoutez, peuple de catch-up, vous qui nous écoutez, dites-nous si vous avez été convaincu par ce Bailey versus Charlotte, mais nous, a priori, on l'est pas trop et on est un peu déçus de cette performance-là. Hartung, Bailey et Charlotte, hein, il va falloir rehausser le niveau là. Hein. Ouais, je suis d'accord. Mais bon, bah écoute, C'est que- championne, ouais, c'est comme ça.
la championne reste championne. Pour le moment, depuis le début, on est à 3 champions qui gardent leur titre et un seul changement. On va voir si on continue comme ça. On va solder un peu la division tag team puisqu'on va passer ensuite à la division tag team de SmackDown. Donc les New Day sont champions, je le rappelle, et ils affrontent The Revival. Alors c'est un match un peu curieux, disons. Il a été booké il y a un moment. Hein. Ça fait longtemps que le Revival a lancé le défi aux New Day. Cette semaine, on n'en a pas du tout reparlé, mais là on y est. Donc on a quand même deux très grosses équipes hein, sur le papier. Xavier Woods et Big E contre Dawson, Scott Dawson et Dash Wilder. Match très équilibré. C'était un match tag team très serré. Ça se bat pas mal aussi à l'extérieur du ring, évidemment, puisque le Revival aime bien les interventions un peu tordues dans le dos de l'arbitre. C'est du old school. Et à un moment donné, à l'extérieur du ring, Big E essaye de se projeter dans son espèce de spire à travers les cordes, mais il rate son coup. Il rate, je crois qu'il visait Dash Wilder, mais il le rate. À l'extérieur du ring, il encaisse un Shutter Machine. Et là, Big E, il est KO, il s'en remettra pas. Xavier Woods, lui aussi, va subir un Shutter Machine, mais le Revival n'en finit pas là. Ils décident de tordre la jambe, la cheville de Xavier Woods, qui a l'air d'être au summum de la douleur. C'est un peu long. On ne sait pas trop s'il va résister, si Big E va intervenir, si quelque chose va. Et puis finalement, non. Ben, Xavier Woods est obligé d'abandonner et le Revival devient champion par équipe. Leur deuxième titre, hein, puisqu'ils étaient champions d'Euro il y a quelques mois, un début dans l'année. Donc, ils sont très contents de leur coup. Et eux, pour le coup, ils célèbrent beaucoup mieux que Bayley, puisqu'ils prennent même le temps de prendre le micro, de dire à quel point ils sont les meilleurs. Et ils envoient un petit coucou, petite dédicace à Randy Orton, en lui souhaitant en gros bonne chance pour le match contre Kofi Kingston plus tard. Donc là, on parlait de la scène tag team d'Euro, on vient d'avoir l'affiche de SmackDown. Est-ce qu'on a délivré la marchandise, là, d'après toi? La Tag Team Division à SmackDown, c'était un peu le parent pauvre là depuis plusieurs semaines. Ouais. Finalement, j'avais presque envie de te dire que la feud elle arrivait un peu de nulle part entre les Revival et les New Day, mais bon, pas tant que ça en réalité. Mais au final, les Revival ils sont rentrés dans l'histoire là dimanche, hein, puisqu'ils sont les premiers champions, la première tag team à devenir champion par équipe de NXT, d'Euro et de SmackDown. C'est historique. Ouais, extraordinaire. Jamais une équipe avait réussi ce triplé là. Et donc du coup, félicitations à eux. C'est une équipe de heel, mais qui marche bien, ils sont bons dans le ring. Le match a été solide. Je l'ai pas trouvé génial, mais je l'ai trouvé solide. Tu vois quoi, avec du spot actuel. Les New Day sont hyper rodés, les Revival sont hyper rodés. Là, on est face à des équipes, de mecs qui savent où ils vont et savent ce qu'ils font. Donc c'est spectaculaire, c'est solide. Voilà quoi. C'est pas du 4 étoiles et demi pour moi, mais c'est un match solide en milieu de carte quoi. Donc écoute, plutôt voilà, le titre team de SmackDown va à une équipe heel. Ouais. Camaro. Oui, alors drôle de fin. Moi, j'ai été très étonné. Enfin, j'ai trouvé ça vachement bien écrit la fin parce que en général à la WWE, il y a de la morale et il y a souvent, on n'aime pas trop les péchés d'orgueil. Et là, quand ils ont placé le Shutter Machine et qu'ils ont voulu en rajouter avec cette soumission, je me suis dit là ils vont être contrés, Biggie va revenir ou quoi. Et non, ils sont allés jusqu'au bout quoi. C'est vraiment le New Day à taper, à abandonner. Donc c'était courageux et voilà, on parle souvent à la WWE, hein, nous autres qui sommes fans de ces catcheurs qu'on aimerait voir plus souvent, d'autres moins, d'autres. Le Revival c'était moins bien en début d'année, mais force est de constater que là, en tant que copain de Randy Orton, copain de Shane McMahon d'abord il y a quelques mois, et là ils sont, je trouve qu'ils sont à leur place, hein. Ouais, c'est bien là. Ils sont en ce moment, ils sont dans un trip dominant là avec Randy Orton et tout quoi. Donc ouais, non, moi pas choqué de voir les Revival champions du show bleu. Ça me va. Oui, ils avaient plus intérêt. Enfin, le New Day, on connaît leur talent, mais ils ont plus intérêt maintenant à servir à ça, hein, à faire monter le prestige chez leurs adversaires, ça c'est évident. Écoute, on continue la scène tag team et en plus on passe chez les filles puisque c'est formidable depuis l'annonce, le cadeau de Noël du Père Noël de l'année dernière. Nous avons des ceintures féminines tag team à la WWE, même si Sasha Banks ne s'y intéresse pas de son propre aveu.
Nikki Cross, pardon, Alexa Bliss sont les championnes. Elles affrontent Fire and Desire, Sonya Deville et Mandy Rose. Alors, quelques temps auparavant en coulisses, Alexa Bliss est interviewée et une drôle de perche du micro lui arrive dessus. C'est R-Truth en fait qui est là. Et donc, Alexa Bliss balance R-Truth. Elle dit à tout le monde, hey, R-Truth est là. Donc, toute la scène de 24/7 arrive. Bon bah du coup c'était la mauvaise idée parce qu'en plein match, R-Truth et Carmella arrivent au milieu du ring et toute la scène 24/7. Donc je sais plus qui y a, mais en gros il y a Heath Slater, Kurt Hawkins et ces mecs-là débarquent pendant le match. Et j'avoue j'ai pas eu beaucoup d'autres souvenirs de cette rencontre à part ça. Toujours est-il que Nikki Cross réussit à placer son finisher, son Twisted Neck Breaker en prenant appui sur la troisième corde et victoire donc des championnes qui gardent leur titre. C'est encore raté pour Mandy Rose et Sonya Deville. Qu'as-tu pensé de ce match, Chris? Pas grand-chose à part le segment marrant, voilà, avec Alexa Bliss qui porte un petit paquet à R-Truth. Ah oui, c'est vrai, oui. Mais oui, elle a tenté d'être championne. Sorti de ce petit moment de sourire, j'étais en tout cas tout à fait satisfait que Bliss et Cross conservent. Oui. Je reste à celui, il est pas né celui qui va me convaincre que Mandy Rose vaut pas tripette sur un ring, quoi, parce que une catastrophe, et je crois qu'elle a fait encore étalage de sa moyennasse médiocrité. Ah vraiment, moi je suis totalement déprimé par Mandy Rose, donc moi je la vois dans le ring, je me porte. Donc vraiment, ouais, il y a eu quelques trucs, il y a eu quelques passages plutôt sympas, en particulier quand il y avait Sonya Deville dans le ring. Ben oui. Deville, elle est complètement étouffée par la personnalité et le charisme de la blonde. Mais moi, je suis complètement dépité par le catch de Mandy Rose, quoi. Donc du coup, tout à fait satisfait de voir les championnes conserver le titre. C'est très bien comme ça. Fire et Desire s'en va pas contente, et qu'elle ne soit pas contente, et puis pourvu qu'il y ait d'autres challengers qui débarquent. Ben oui, compliqué cette scène tag team. Là, on a déjà un peu vu disparaître les japonaises coachées par Paige, mais bon, peut-être qu'elles vont revenir dans la course. En tout cas, ouais, moi je suis un peu de ton avis. En fait, je suis un peu triste pour Sonya Deville parce que moi je la trouve assez convaincante elle. Et c'est vrai que l'opposition, la belle et douce Mandy Rose qui est pas terrible sur le ring, et puis Sonya qui a l'air quand même peut-être un peu plus motivée, quoi. C'est une vraie athlète. C'est un peu ça match moyen, je trouve. Déjà l'Absolution, c'était bizarre comme combinaison de catcheuses, mais c'est pas ouf. Alors que Nikki Cross et Alexa Bliss, je trouve ça marche. Il y a une vraie alchimie. Les deux personnages sont vraiment bien ensemble. Hein. Ouais. Écoute, j'étais pas du tout convaincu au début par cet attelage. Et au fur et à mesure des semaines, etc., elles m'ont fait changer d'avis, comme les catcheurs arrivent à me faire changer d'avis de toute façon régulièrement, que ce soit en positif ou en négatif. Et j'avoue que oui, dorénavant, ça matche bien. En plus, voilà. Une Alexa, elle est toujours douée dans le cosplay et tout ça. Elle nous fait toujours des trucs sympas en pay-per-view. Là, voilà, Ouais. petit retour à Harley Quinn, bien cool. Moi, j'aime bien Alexa, quoi. Donc, c'est bien qu'elle donne de la crédibilité à ce titre, qu'elle ait un règne relativement long. Pour l'instant, ça me paraît win-win pour cette demoiselle. Ouais, ça installe bien Nikki Cross. Je trouve que c'était un bon choix pour installer cette jeune femme dans la scène féminine, ce qui est difficile. Hein. On voit des femmes qui ont un peu de mal. Je pense à Ember Moon notamment. Là, Nikki Cross, ça y est, son personnage, il est là, quoi. On sait à peu près qui c'est. Elle est bien populaire. Écoute, on va leur suiter une belle suite de règne, comme tu disais. Et là-dessus, on enchaîne sur le titre préféré de notre ami Chris. Donc, j'imagine que tu regardais ça avec attention, le titre intercontinental, le old school, avec ce soir l'enfant chéri, celui qui l'a porté haut et fort ces dernières années, le Miz, qui va tenter de le gagner à nouveau, et il affronte Shinsuke Nakamura, le champion actuel, ce dernier étant évidemment accompagné de son traducteur, j'allais dire de sa doublure, mais non, ça c'est plus ça, de son traducteur officiel, Sami Zayn, qui porte encore une minerve, hein, puisque sinon, il a pris il a même pas pris un tombstone d'ailleurs, il avait pris juste un chokeslam, hein, l'Undertaker, c'est ça? Ouais, juste un chokeslam sympatoche. Il a pas pris beaucoup plus cher. Ouais, il a eu de la chance quand même, il faudrait qu'il s'en rende compte. Toujours est-il que nous avons droit à cet affrontement entre le Miz et Nakamura avec
Encore une fois, ma grande surprise, j'allais dire, le Miz qui est vraiment, le Miz qui est un vrai catcheur. Hein, maintenant, il catch, il tient le rang contre les artistes du ring. Hein, il arrive à dominer. Il y a un petit peu de baston à l'extérieur du ring. Il utilise il fait tomber Nakamura depuis l'arrêt du ring, etc. Et il est tellement bon, le Miz, dans son truc. Il place ses hit kick aussi. Bref, il déroule et il arrive à placer son Skull Crushing Finally. Sauf qu'au moment de faire le tomber, Sami Zayn monte sur le rebord du ring et monsieur l'arbitre est distrait. Là encore, grosse erreur de l'arbitrage qui est un peu embêtant. Et Sami Zayn réussit finalement son coup puisque il obtient ce qu'il veut, il n'y aura pas de tombée. Par contre Nakamura, lui, il dort pas et dès qu'il se revient un petit peu en forme dans le match, il place son Kinshasa et il réussit à faire le tombé. Donc, le champion conserve, bien aidé du coup par son nouvel allié. Donc, il a bien fait au final de s'associer à Sami Zayn. Et le Miz a perdu, mais le Miz est un grand technicien. Il faut s'y faire maintenant. Il faut dire ce qui est. Voilà. Est-ce que tout ça te plaît, Chris? Ah bah, je suis d'accord sur le fait que le Miz s'est bonifié avec l'âge entre les cordes, quoi. Parce qu'il y a Ah même oui, c'est sûr. il y a 5 ans en arrière, le Miz, je me rappelle de l'avoir vu à Paris en 2014. Et j'avais été vraiment pas enthousiasmé par son in-ring. Et 2 ans plus tard, déjà, quand il est dans la feud face à Ziggler pour le titre intercontinental, dans la période de cette rivalité-là, il était revenu à Paris et là, déjà, il avait fait un match face à Ziggler qui avait été d'une autre qualité, quoi. Mm-hmm. En 2019, ouais, je vais te rejoindre en disant que oui, en 2019, dorénavant, le Miz, c'est sérieux dans le ring et en plus, il a eu l'intelligence de s'accaparer entre guillemets des prises de grandes stars. C'est-à-dire, il a pris la prise en 4 de Ric Flair, il a pris les yes kicks de Oui. Daniel Bryan. Tu vois, il gère intelligemment son moveset et c'est plutôt pas mal. Il a même été, il y a un des coups de genou qu'il met au début là, qui est, à mon avis, presque foiré d'ailleurs. Hein, quoi. Et limite, j'ai cru qu'il allait vraiment mettre KO le Nakamura, quoi. Ça aurait été fort quand même que le Nakamura soit mis KO sur un coup de genou. Ah, ça aurait été beau. Ouais, Donc, il s'est foutu un peu de lui aussi. Il lui a fait le common classique. ouais, il lui a fait la totale. Ouais. Non, c'était un match solide, c'était un match sympa, quoi, pour ce titre intercontinental qui fête ses 40 ans cette année. Ah, comme toi d'ailleurs, non? Ah ouais, j'aimerais bien fêter mes 40 ans, ouais, ça serait cool. Joyeux anniversaire au titre intercontinental. Ouais, voilà, joyeux anniversaire au titre intercontinental. Et du coup, voilà, écoute, c'est bien passé. Nakamura conserve, pas d'étonnement particulier. Ouais, pas beaucoup plus à en dire sur ce match, hormis que, écoute, Nakamura, malgré tout, le fait de lui recoller Sami Zayn, c'est peut-être quand même quelque chose de pas si négatif que ça pour lui, finalement. C'est peut-être plus négatif pour Zayn que pour Nakamura. Et l'attelage a l'air lui aussi de tenir la route, donc on va voir la suite. Ah ouais, moi dès le début, j'étais assez convaincu par l'idée. Évidemment, ça a l'air parti pour ne pas trop voir catcher beaucoup Sami Zayn, mais moi je trouve qu'il a l'air très à l'aise au micro. C'est une révélation pour moi. Sami Zayn en heel, autant en face, il était comme tous les faces, un peu fade, mais autant il adore jouer la tête de con là et le troll et le prétentieux. Donc ça marche pas mal. Et puis oui, comme tu l'as dit, cette alliance étant nouvelle, c'est pas très, enfin, on s'attendait pas. En plus, le Miz, je crois qu'il est c'est pas un des recordmen, mais enfin, en gros, je le voyais pas prendre le titre intercontinental là comme ça, un peu sorti nulle part, mais bon, il a fait le challenger, il a un challenger prestigieux et le règne de Nakamura en revient renforcé puisque je crois que c'est Corey Graves et Michael Cole et Renee Young au micro qui ont un peu parlé justement du fait que Nakamura il est champion depuis un petit moment maintenant, puisqu'il a pris le titre à Finn Balor, et qu'il n'avait pas eu beaucoup de défense depuis, quoi. Il faut dire ce qui est. Hein. Ouais, il catch de manière aléatoire parce que le titre intercontinental est traité de manière assez aléatoire, en particulier en pay-per-view, quoi. Donc, soit en faisant le pré-show, soit en n'étant pas aligné, soit bon, c'est un petit peu compliqué le titre intercontinental depuis 2-3 ans, quoi. Et mais ça manque, c'est bien qu'il y ait un Miz, tu vois, qui soit dans la course au record pour le nombre de détentions qui est détenu par Jericho. Et ouais. Et je pense que ça serait un sacré pied de nez à Jericho. Et je pense que la WWE doit y penser quelque part, quoi, à ça, tu vois. Ouais. Regarde, souvent pressé de faire battre le record de CM Punk par Brock Lesnar. Et voilà, on aime effacer les tablettes les anciens employés.
Je ne sais pas, je peux encore rêver dans un an ou deux de voir un Miz contre Jericho pour finir tout ça, mais je sais pas trop si ça aura lieu. Ouais, si Jericho reviendra dans le giron initial. Écoute, passons à la suite. Passons à la suite et au titre féminin de Monday Night Raw qui est toujours depuis WrestleMania sur les hanches de Becky Lynch, la championne, celle qui a battu The Baddest Woman on the Planet. Mais là, elle affronte Sasha Banks de retour, toute de bleu chevelu et énervée comme jamais. Et là, pour le coup, entre les deux jeunes femmes, c'est pas tout à fait pareil que le match pour SmackDown. On a un vrai gros match avec une opposition énervée. Donc on a pas mal de choses qui se tentent. Évidemment, elles vont tenter la prise de soumission respective, le bank statement pour l'une, pardon, le disarmer pour l'autre. Mais ça joue un petit peu à toutes les combinaisons possibles, jusqu'à ce que Banks aille sortir une chaise. C'est son nouvel objet fétiche, hein, la chaise la chaise à Sasha Banks. C'est pas facile à dire. Mais Monsieur l'arbitre intervient, il lui refuse d'utiliser sa chaise. Becky Lynch, elle prend la chaise aussi. Elle essaye de taper Sasha Banks, mais celle-ci se baisse et c'est l'arbitre qui le prend en plein dans la tronche. Monsieur l'arbitre est out, il est KO le pauvre. Du coup, pas d'arbitre. Rien ne se passe, la cloche ne sonne pas de nouvel arbitre. Les commentateurs justement mettent un peu l'accent sur cette bizarrerie. Hein. Il y a pas d'arbitre qui vient. C'est René Young qui dit mais faites venir un référee, et Corey Graves dit plutôt faites venir un médecin pour l'arbitre qui a quand même pris un coup de chaise et qui gît sur le sol. Pendant ce temps, Becky Lynch et Sasha Banks continuent à se battre. Elles vont même à l'extérieur du ring. Elles montent dans les travées. Elles vont finir par redescendre. Et puis, elles sont finalement stoppées par les officiels, puisqu'en fait, le match était fini depuis le coup de chaise. Hein. Becky Lynch, officiellement, est disqualifiée pour avoir attaqué l'arbitre. Mais elle reste championne. Donc, elles sont finies un peu sur une drôle de fin qui fait qu'on sent bien que c'est pas fini, quoi, entre les deux jeunes femmes. Cela dit, on a déjà eu un affrontement là. Hein. Ça ressemblait plus à un vrai match que le match de Bayley et Charlotte, non? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Pop, 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 pop. Le voilà, le premier vrai grand bon match de cette carte, nom d'un chien, quoi. Alors là, moi, j'étais au taquet. Mais alors, du début à la fin. Il n'y a pas eu une seconde dans ce combat qui m'a pas emballé, qui m'a pas, voilà, où je me suis dit, mais là, elles envoient. Je sais pas combien de temps elles sont restées dans le ring. Le match a été quand même assez long. Elles sont allées dans le public, elles sont allées au truc de merchandising, elles sont allées partout. Ouais. Ça a été, ça a envoyé de chez envoyé, quoi. Hein. Franchement, déjà, j'étais la semaine dernière avec Karias, on avait revu l'Euro et on avait été bien emballé par le tag team match qu'il y avait eu entre les 4 Horsewomen. Et écoute, le Becky Sacha de dimanche, c'était un super combat. Alors là, moi, franchement, pour l'instant, le combat de ma soirée, clairement, vraiment pas photo avec tout le reste, quoi. Pas photo avec tout le reste. Et puis, écoute, je trouve le finish très bien. Voilà, parce que comme tu l'as dit, ça va nous permettre de continuer l'histoire et de lancer un truc entre le Hell in the Cell, le Survivor Series qui va arriver. Là, s'il gère bien, ça peut être une des rivalités de l'année, ce Sacha Becky. Ouais, je te rejoins complètement. Alors, j'essaie toujours de faire une analyse un peu neutre tant que mon partenaire ne donne pas son avis pour pas influencer. Mais ouais, pour moi, c'était un très gros match. Les filles ont bien délivré leur affrontement là. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, jetez-y un coup d'œil parce que c'était quand même, il y a beaucoup de tension. Enfin, c'était très très bien joué, très très bien interprété aussi. J'ai trouvé leur vraie rivalité. Enfin, on sent qu'elles avaient envie de se battre, quoi, parce que Bayley, Charlotte, il y avait pas le feu là, il y avait vraiment le feu dans le ring et moi j'aime bien. Alors, à part le fait que ce final là, on n'est pas su de suite si c'était fini ou pas ce match. Ce qui était il y a eu un petit flottement, mais c'était une raison pour qu'elle continue de se battre. Non, on a eu un gros affrontement et on a délivré la marchandise à Becky Lynch tout en cuir, tout en feu, et Sasha Banks, Sasha Banks elle est de retour et je trouve que là ça laisse promettre plein de belles choses pour son retour et pour un run heel que l'on attendait et que l'on n'attendait plus, j'ai envie de dire. Ouais, et en plus même quand tu regardes même sur la fin du match.
enfin, une fois que le match est terminé, elle continue à se mettre joyeusement sur la tronche, quoi. Et Ouais. quand les officiels arrivent pour les séparer et tout ça, t'as encore le public qui est encore en train de chanter Let them fight, let them fight. C'est Ouais. fou, quoi. Là, on est rentré dans la stratosphère de la baston chez les Ouais. filles. Là, voilà une rivalité, si tu veux, voilà, femme ou homme, on s'en fout quelque part. Là, ce qui compte, c'est la qualité de la rivalité entre les deux athlètes, entre les deux lutteurs, lutteuses. Et là, on est en plein dedans avec Sacha et Becky. Ouais, je te rejoins complètement. Oui, c'est une intensité. C'est pas souvent qu'on a ce point-là chez la division féminine. Souvent, il y a Charlotte quelque part dans l'équation quand même. Ça fait penser un peu à dernière rivalité Charlotte-Becky de l'an dernier ou Charlotte-Sasha Banks d'il y a maintenant 4-5 ans. Mais là, on est bien parti. On est bien parti. Petit bémol, seul petit bémol à ce match, c'est que moi, je l'aurais pas placé là sur la carte. Mais bon, voilà. Ah ouais, difficile de. Il y avait du monde ce soir. Il y avait du gros monde sur la liste. Nous ne sommes pas maîtres à catch-up du booking de la WWE et parfois j'aimerais bien quand même. Alors autant le booking des fois j'aimerais bien, autant placer les cartes c'est compliqué je trouve. Oh là là. Mais ouais, on pourrait faire nos cartes, ça aurait été bien. Ouais. Effectivement, c'est difficile à placer à tel point que là on arrive directement sur un des deux titres mondiaux puisqu'on va avoir le match entre Kofi Kingston, lui aussi champion depuis WrestleMania comme Becky Lynch, contre Randy Orton. Randy Orton qui est donc qui se la joue un peu bête noire, qui se la joue l'homme qui l'a brisé il y a 10 ans, qui lui a fait perdre des années de carrière en lui bloquant la route et en jouant de son réseau et qui veut à nouveau le priver de son rêve. Kofi Kingston contre Randy Orton, deuxième fois, puisqu'on avait eu un premier match à SummerSlam, qui s'était fini un petit peu par la disqualification de Kofi, ou double décompte à extérieur, pardon. Donc là, on veut sceller un peu l'histoire. Randy Orton, qui est beaucoup plus costaud, domine une longue partie du match, lentement, méthodiquement, comme on dit pour Orton. Donc en faisant un petit peu le tour à l'extérieur du ring aussi, on va utiliser les tables des commentateurs, on fait taper la tête, etc. On fait ces espèces de projections. Et puis ça va aller tellement dans la domination qu'il y a même RKO soudain. L'arbitre compte 1-2, mais Kofi Kingston était juste à côté des cordes et il a eu le réflexe de mettre son pied sur les cordes. Kofi Kingston, mesdames et messieurs, notez-le bien, vient de kick out d'un RKO. C'est pas souvent, C'est pas souvent. Et Randy Orton, il est tellement vénère qu'il s'élance pour un pun kick, son fameux commotion kick qu'il avait utilisé longtemps à une époque et qu'il avait un peu arrêté de faire ce temps-ci parce qu'il avait plus trop envie. Mais là, il a envie, là, il a besoin de ça pour anéantir Kofi Kingston. Sauf que la prise est évitée et il reçoit de suite sur la tempe un Trouble in Paradise. Et alors ça, mes amis, en 2019, le Trouble in Paradise, on ne s'en remet pas. 1, 2, 3. Et ouais, Kofi Kingston, c'est la morale de l'histoire, a outrepassé ses démons d'antan. Il a réussi enfin à battre Randy Orton. Et voilà quoi, qui peut aller chercher Kofi Kingston maintenant, Qu'est-ce que t'as pensé de cet affrontement? Le Trouble in Paradise est une arme létale en 2019. Ouais, il aura fallu attendre 10 ans, oui. Plus puissant que le RKO. Ouais, ça c'est balèze, C'est énorme, voilà. Écoute, c'était un match solide, assez long. Ouais. Voilà, on a pas mal de grappling au début, mais c'est normal, on est avec Randy Orton, les amis. Donc vous savez, Orton, il met une première clé de bras, puis il met une deuxième, puis il met une troisième, puis il met un signature move, Un puis pied dans l'eau. il fait un headlock. Voilà, Orton, si vous voulez, depuis toutes ces années, je le regarde catcher, je pourrais quasiment déterminer son timing de catch, quoi. Il est lent, il est méthodique, comme tu l'as bien dit. Voilà. C'est agaçant pour moi. Et du coup, je trouve que ça donne des faux rythmes à ces matchs. Alors, c'est pas grave que ça donne des faux rythmes quand il fait des matchs de 8-10 minutes, mais dès qu'on rentre dans un match un peu plus long, tout de suite, ça devient beaucoup plus problématique à mon goût, quoi. Mais bon, après, ça, c'est un goût personnel. Je sais qu'il y a des aficionados de Randy. Donc, exprimez-vous dans les commentaires et dites-moi à quel point Orton est génialissime. Voilà, écoute, je vais être honnête, je me suis un petit peu ennuyé par moment dans ce match. C'était un petit chouille trop long. Ouais. Voilà, c'est certainement dû à mon rapport à Randy Orton. Je pense que c'est largement lié à ça. Kofi, alors après tu vas me dire ce que t'en penses, mais Kofi a toujours le public derrière lui, mais Kofi a reçu du bout aussi. Ah oui? J'ai pas fait attention, non?
Ouais, bah écoute, moi, il m'a bien semblé quand même qu'il avait reçu un peu du bout, quoi. Et de temps à autre, quand même, ça n'a pas été toujours facile avec le public. Il n'y a pas eu des pop énormes ni pour l'un ni pour l'autre quand ils sont rentrés, d'ailleurs. Non. On n'a pas parlé du public depuis le début, mais il était plus ou moins chaud selon les matchs, etc. Mais il était complètement au taquet pendant Sacha Becky. Ouais. Mais ce match-là, ça a fait un peu redescendre le public, quoi. Et puis, tu as remarqué aussi que la WWE a repris le truc, c'est un truc qu'elle a fait pendant longtemps et puis qu'elle a arrêté depuis longtemps. C'est le fait de mettre le noir au moment où on annonce le match. Exactement, oui, j'ai remarqué ça, j'en ai pas parlé parce que je m'étais dit peut-être c'est plus vieux que et j'ai pas fait gaffe, mais oui, les annonceurs annoncent les challengers et les champions et les poids des uns et des autres dans le Voilà. noir du public, ouais. Championnat du monde de boxe. Voilà. Donc, Ouais. ils sont revenus à ça. Ça, c'est un truc qui pendant les années 80, hein, c'était tout le temps, mais c'est quelque chose auquel ils reviennent là. Donc, je sais pas à quoi c'est dû. J'essaierai de fouiller pour voir à quoi c'est dû cette affaire. Mm. Donc, voilà. Donc, écoute, mon point final sur ce Orton Kofi. Kofi conserve. Il continue donc un règne long. C'est pas mal quand même pour installer un gars comme ça. Mm. Je pense que si on prend la liste des contenders depuis qu'il est champion, quand même, ça commence à ressembler à une liste qui est pas dégueu. Ah oui. Et par contre, ce que j'espère, si tu veux, c'est que ça va pas durer indéfiniment avec Orton et qu'il va y avoir d'autres noms qui vont se mettre dans la file d'attente pour le WWE Championship. Oui, bah écoute, moi ça a été ma première pensée, alors évidemment je peux me tromper et SmackDown peut complètement m'induire en erreur, mais c'était justement que ça, pour moi, de mon point de vue, ça va sceller la feud, quoi. Là, il a battu clean, il n'y a pas eu de souci. On est plutôt dans une période où on nous dit beaucoup qu'il n'y a pas de rematch obligatoire, donc je le vois bien finir. T'as raison, hein. Depuis que Kofi Kingston il a battu, on peut faire vaguement la liste, mais il y a Daniel Bryan, il y a Samoa Joe, il y a Randy Orton. Euh, moi, je suis un peu en fait, bon, le match est pas mauvais, horrible, mais j'ai un peu l'impression de voir deux catcheurs qui catchent toujours de la même façon depuis des années. Et Randy Orton, évidemment, a ses torts, hein. Il est lent, il est un peu chiant, on peut le dire, parce que méthodique, c'est un mot gentil pour dire qu'il est un peu chiant. Mais je trouve que Kofi Kingston est un peu toujours maintenant dans le même move, hein. Lui aussi, il fait un peu toujours les mêmes prises, là. Quand il rebondit dans les cordes, et puis il fait une espèce d'atémie à deux mains. Il fait son SOS, en fait, j'ai l'impression qu'il catche pas beaucoup dans le match, qu'il subit pendant 15 minutes et puis qu'il se réveille pendant 3 minutes et un peu, presque à la John Cena à une époque, hein, sauf qu'il est moins powerhouse, mais voilà, il aligne peu de moves et ça lui suffit à gagner, donc voilà, c'est son personnage. C'est tout le problème de quand tu suis des catcheurs comme ça qui sont là depuis 10, 11, 12, 15 ans, tu vois. Mm-hmm. On les connaît par cœur de chez Parker. C'est pour ça que je suis un peu surpris, même presque, finalement, qu'on ait ressorti cette vieille rivalité. Alors, c'était pas mal hein, de la ressortir en soi, c'était plutôt sympa au départ, si tu veux. Mais ça aurait pu s'arrêter il y a déjà quelques 3 semaines, on aurait pu passer à autre chose. Voilà. C'est parce qu'on connaît la routine de ces catcheurs par cœur, tellement par cœur qu'au bout d'un moment, si tu veux, bah voilà, faut vraiment pas être aguerri au genre de catch de Orton et même de Kofi pour trouver du plaisir dans un match comme celui-là, quoi. Il y avait redondance, voilà, toi tu suis le catch assidûment, bah fatalement, Ouais. des suiveurs comme toi et moi, ça a été un peu long avec un peu d'ennui, avec quelques spots, on fait ah. Et après, il y allait quand même, oui, t'as raison. Kofi est sorti d'un RKO. Ça arrive Ouais. super rarement que quelqu'un sorte d'un RKO, donc c'est à noter quand même. Et voilà, je finirai par la première phrase par laquelle j'ai commencé. Le Trouble in Paradise est une arme létale en 2019. Et voilà. Mais c'est effectivement, moi je suis curieux en tout cas de la suite. J'espère comme toi que c'est fini. On va dire qu'il fallait la faire cette feud parce que toute l'histoire avec toutes les dirt sheets et les rumeurs aussi sur la relation entre les deux il y a 10 ans, c'est une belle morale que ça soit soldé et que Kofi ait battu ça, mais du coup je suis assez curieux de savoir qui arrivera finalement à battre Kofi et moi je le dis depuis le début mais j'appelle à une feud avec Ali, hein. J'aimerais bien voir Ali ex Mustafa Ali dire que en gros c'était censé être son spot au début ça en février et que ça peut faire un bon match. J'aimerais bien voir Mustafa Ali contre Kofi Kingston. Mais là, c'est une affiche de 205 limite que je book, alors que l'affiche qui suit, c'est pas du tout du 205. C'est du gros costaud et c'est, notons-le, le seul match sans ceinture en jeu de cette soirée. Mais il y a beaucoup plus grave, parce que c'est quand même des histoires d'agression, de voitures,
d'échafaudage, c'est Daniel Bryan qui a été trahi, etc. C'est l'histoire de Roman versus Rowan. Donc Roman Reigns qui affronte enfin Eric Rowan. Et on nous annonce, alors je sais pas de quand c'était officialisé, mais que c'est un match no disqualification, ça c'était du jour même, non? Ah, certainement, ouais. Enfin, à noter que ça a été le seul match de la soirée avec une stipulation. C'est vrai. Et Ouais. voilà, un no DQ. Un no DQ. Alors, malheureusement, je pense que on est pareil. Comme tu disais, les aguerris de la WWE, on sait toujours que quand on nous rajoute une stipu de nulle part, c'est que ça va pas sortir de nulle part. Mais là, c'était bien malin qui pouvait pronostiquer ce qui allait se passer. Alors, comme on est dans un match no DQ, eh ben, on va utiliser tout ce qui est possible. On a affaire à deux gros costauds. Et Eric Rowan, surtout, est booké très costaud, j'ai trouvé. Il a recours notamment à son objet fétiche. C'était assez drôle, j'ai trouvé. Clin d'œil à peut-être un match qui date d'il y a peut-être pas 10 ans, mais au moins 6 ou 7 ans. Il a beaucoup utilisé les stairs, les marches de l'escalier en métal qu'il avait dans un grand match de sinistre mémoire contre le Big Show lors d'un pay-per-view qui s'était appelé TLC and Stairs. Voilà, si vous voulez fouiller dans les archives, vous pouvez regarder ça parce qu'ils avaient un Stairs match. Je crois que c'était le seul de l'histoire de la WWE, non, Chris, toi qui as la mémoire du catch? Ouais, je sais plus, mais ouais, un stairs match dans tous les cas de figure, ça a dû arriver extrêmement dans l'histoire dans l'histoire de la Fédé, je pense. Hein. Toujours est-il que là, on n'a pas que des stairs, on a un petit peu de tout. On va à l'extérieur du ring. À un moment donné, Roman Reigns, qui a repris un peu du poil de la bête au bout d'un moment, essaye de faire un Superman Punch. Il est attrapé par Eric Rowan qui lui fait une powerbomb sur la table des commentateurs. Donc c'est un gros spot hein, quand même, bien violent. Puisqu'on est no DQ, on sort aussi, on va se taper dans le public, on utilise des objets. La semaine dernière, Eric Rowan avait détruit Roman Reigns en utilisant une des caméras mobiles. Il essaye de faire de même, d'attraper une caméra et de l'envoyer sur Roman Reigns. Mais Roman Reigns trouve un objet qu'on sait pas trop ce que c'est, une espèce de barre en fer pour taper sur Rowan. Bref, c'est de la grosse baston. Eric Rowan a l'air de marquer un petit peu le pas. Roman Reigns reprend le dessus, il place un Superman Punch. Rowan est en train de fuir pour retourner vers le ring. Là, Roman Reigns, il prend son élan, il va courir un peu comme un taureau, on sent qu'il y a un gros spear qui se prépare. Mais tout d'un coup, et là je vais laisser la parole à Chris pour nous dire ce qui se passe. Qui est-ce qui débarque et qui intervient, Chris? Et voilà. Carper, incroyable. Et ouais. Ouais. Voilà, les mots, je croyais que tu allais continuer là-dessus, mais ouais. Alors voilà. Donc... C'est juste ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait devant la télé en fait. Je fais ok, alors vraiment, pour le coup, il y avait rien qui était sorti, il y avait pas eu, voilà, j'étais au courant de rien. Ça a été vraiment, mais en plus je l'attendais pas, même pas pendant le match, une seule seconde, j'ai pensé à Luke Harper, quoi, tu vois, même pas. Je m'attendais, en fait, s'il y avait quelqu'un que je m'attendais peut-être voir, c'était Daniel Bryan, mais bah oui, bien sûr. Sorti de ça, je m'attendais absolument pas du retour de mon bon Luke Harper, quoi, et un que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup d'affection pour Luke Harper. Et alors, trop plaisir de le revoir là, trop plaisir de le revoir venir filer un coup de main au poteau ancestral, quoi, hein, au poteau traditionnel, quoi. Et il a pas oublié la famille, Luc, quoi. Et voilà, et puis bah du coup, il démonte Roman Reigns et puis il gagne le combat. Et comment Eric Rowan, il a été booké super fort dans ce combat, mais un truc. Et ils se sont envoyés, hein. Ils ont pris cher tous les deux. Hein. Ça a été un gros truc quand même ce no DQ là, non? Ouais, hein. Je pense qu'on a, de mon point de vue, on a affaire, je pense que c'est le gros match en solo de la carrière d'Eric Rowan, qui a pas eu beaucoup de matchs en solo. Ah bah ça c'est une évidence. Alors là, tu marques 1000 points, mon bon Rafa, quoi, parce que ça, jamais, au grand jamais, Rowan avait eu un match de cette ampleur-là et de cette magnitude-là dans un pay-per-view, quoi. Jamais. Et puis bah ouais, quel finish. Alors moi je suis pas autant fan que toi, mais alors Luke Harper, je dirais de mémoire, on a dû le voir dans la bataille André le Géant à WrestleMania peut-être, ou même avant ça, je sais plus quelle est la dernière fois où on l'a vu. Là, ça datait d'un paquet de temps, hein, parce qu'il a été blessé super longtemps, et ouais, je me demande si ça date pas du Rumble ou... Ouais. Mania, toi tu dirais à la Battle Royale de WrestleMania, je me souviens même pas qu'il y était, mais bon. Amis de Ketchup, faites un fact-checking s'il vous plaît, dites-nous, c'est quand la dernière fois qu'il était apparu, le bon Luc? Ouais, parce que en plus, moi j'avais la quasi-certitude d'avoir vu des dirt sheets comme quoi il était parti. Donc, enfin, bah, du coup, ça a été des dirt sheets, c'était
c'était pas des rumeurs fondées, mais voilà, donc grosse surprise de voir Luke Harper. Le public enfin, il y avait beaucoup d'ambiance à cette fin de match. Je pense que le public était très content de voir ça. Et puis ouais, comme tu l'as dit, Rowan révélé. De toute façon, plus le match avançait, au début, j'étais persuadé que Roman Reigns allait gagner, parce que Roman Reigns est plus fort que tout. Et plus le match avançait, plus je me dis, est-ce que Roman Reigns a besoin de gagner un match comme ça, bof? Est-ce que Eric Rowan, est-ce qu'il y a pas un bigger plan? Ça sentait bon, hein. Plus ça avançait, plus ça sentait bon pour Rowan quand même, hein. Et puis bah voilà, twist final, voilà. Et ouais, twist final, et puis super twist pour le coup, quoi, puisqu'ils avaient bien préparé leur affaire à la WWE. Ouais. Ben écoute, en plus on retrouve, c'est beau, hein, mais rappelons-le, on retrouve voilà ceux qui s'appelaient la Wyatt Family, qui se sont appelés un temps les Blue Jones Brothers. Donc on a abandonné cette gimmick dans les limbes, mais bah, c'est prometteur. Alors qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Est-ce qu'ils vont pas marcher sur la division SmackDown, sur une division tag team là, les deux là? Qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est que ça serait une bonne nouvelle pour le show bleu, que ça Ouais, serait une nouvelle équipe hyper compétitive, former champions. Voilà, hein, moi je dis, moi de toute façon, c'est que du bonheur de retrouver ces deux gars-là. Et voilà, je reste sur mon étonnement, vraiment de voir Rowan Bouquet aussi fort que ça m'a vraiment épaté, quoi. Et je lui donne crédit d'avoir fait du bon boulot depuis, parce que dans une storyline quand même archi bancale, au final, le Rowan, il s'est sorti les doigts de cul, il a fait des promos dans les weekly, il a parlé au micro, il a fait des gros actes de barbarie. Et il nous sort au final un ODQ match en terminant vainqueur. Et donc, moi, je dis respect Rowan, quoi, respect. Mm. Là, je suis bien d'accord avec toi. C'est sûr que sur le principe, là, en fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'avec le catch, si les matchs sont au rendez-vous, on oublie un peu, hein, parce que c'est vrai que ces histoires d'attaque un peu en coulisses sans trop de raison, puis avec le mauvais cosplay, le sosie là qui s'est apparu. Enfin, on a eu tout eu là. Et puis bah finalement, voilà, gros match. Et puis ben pour les connaisseurs comme toi et moi, hein, Harper et Rowan, moi ça me rappelle quelques excellents matchs à une époque tag team contre les Usos. Je me souviens il y avait eu un 2 out of 3 falls match énorme il y a peut-être 5-6 ans, même contre le New Day quand ils étaient en Blue Jones Brothers, il y avait eu des sacrés affrontements, donc bah, ça fait Ouais, plaisir. mais carrément, c'est tout simplement un grand plaisir, un super. Je te dis, moi, Luke Harper, voilà quoi, j'avais de l'affection pour ce bonhomme-là, et du coup, le revoir sur les rings de la WWE, ça m'enchante. Voilà, et bah écoute, on aurait presque pu finir là-dessus, mais il nous reste quand même rien de moins que le main event. Donc on part enthousiaste vers le main event pour rencontrer un autre ex-membre de la Wyatt Family, donc Braun Strowman, qui après avoir perdu les titres tag team va essayer de gagner le titre universel contre Seth Rollins. On commence par un match très sprint match qui ressemble beaucoup au match que a fait Rollins contre Brock Lesnar, c'est-à-dire des séries de kicks sur Braun Strowman, mais qui n'arrivent pas à le mettre KO, donc on essaye un peu dans tous les sens. Donc Rollins domine d'abord et puis après il reprend un peu le feu de Braun Strowman dans la tête. Il y a un retour en force du challenger qui apparaît là aussi très fort, mais qui réussit pas à clore le match, hein. Il réussit jamais à passer son power slam. Rollins arrive toujours à se dégager, à s'enfuir. Il lui glisse entre les doigts comme une anguille. Moi, c'est vraiment l'impression que j'ai eue là, c'est que ce Rollins là, il est insaisissable. Et il va même réussir à placer un curb stomp sur Braun Strowman. Il se couche, l'arbitre tape 1 et kick out déjà. Strowman envoie Rollins quasiment à l'extérieur, donc il résiste à un curb stomp. Il en subira un deuxième, ce coup-ci ça kick out à 2. Il en subit un troisième, et bah du coup la logique n'est pas respectée, ça kick out à 2,5. Bon, Strowman est quand même plus trop là, mais il est encore là sur le ring, et quand Seth Rollins essaye de placer en plus un pédigré, et ben Strowman le prend pour lui placer son running power slam, mais il est quand même un peu trop dans les vapes, le pauvre Brown, et il va de fait encaisser un pédigré, la prise de Triple H portée par Seth Rollins. Il l'a porté que quand il était méchant, mais là, on va dire que les circonstances, la fin justifie les moyens. Pédigré, puis un quatrième curb stomp. Là, c'est vraiment la fin. Seth Rollins réussit à porter un tombé. 1, 2, 3. Le champion conserve. Braun Strowman a été costaud, évidemment. Il a été booké très très fort, mais pas assez résistant. Et Seth Rollins est imbattable, hein. Quand même, après Brock Lesnar,
il bat Braun Strowman, donc il a le truc contre les géants, mais sa joie sera de courte durée puisqu'on va finir là-dessus. Il a même pas le temps de célébrer, il peut même pas partir vainqueur de ce pay-per-view. C'est triste, hein. Ça me fait penser au pay-per-view Extreme Rules, là où il avait gagné avec Becky Lynch. Il peut même pas célébrer tranquille. Là, c'est pas Brock Lesnar qui vient faire un cash-in, c'est tout simplement The Fiend, le monstre, la bête, Bray Wyatt, qui vient éteindre les lumières et qui se retrouve derrière lui pour l'étrangler avec sa prise de soumission, là, le claw, c'est ça, dans la mâchoire, c'est ça? Mandible Claw, ouais. Mandible Claw, et du coup, bah, on finit le pay-per-view avec, on finit comme sur un film d'horreur avec des enfants qui crient, une musique angoissante et un barbu qui rit. Et ce n'est pas le Père Noël. Et c'est pas le Père Noël, c'est exact. Et alors, Chris, qu'est-ce qu'on a pensé de tout ça, de ce main event? Bah écoute, c'était pas mal, C'était, voilà, pour le coup, Rollins nous est quand même vendu toujours très, 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 très fort, quoi, parce que vraiment, les gros, les powerhouse, ça le connaît, quoi. Hein, Ah oui. là, il vient de, mine de rien, il vient de mettre à son palmarès rien de moins que Braun Strowman, quoi. Donc, Monster Slayer, il va se faire appeler, je pense, hein, d'ici quelques temps. Et ouais, je suis assez impressionné par la performance, je trouve que c'est plutôt booké pas trop mal cette fin de combat avec cette histoire de Cat Scorpion. Ça me paraît, ça m'a paru crédible, quoi. Tu vois, c'est bien passé. Après, Strowman a fait quelques trucs quand même assez dingues, a tenté des superplexes. Oui, j'ai complètement oublié, oui, j'ai oublié de le citer, oui, il a ce splash depuis le troisième corne, quoi, aussi, hein, Ouais, monstrueux. quand même, parce que moi, c'est la toute première fois, hein, que je crois on le voit faire un truc pareil. Ouais. J'avais pas de souvenir de l'avoir vu monter sur la troisième corde. Donc, c'était un match de plutôt de bonne qualité, avec une fin finalement crédible. Et puis, je pense que de toute façon, Rollins, il est crédible à nos yeux parce que justement, il avait battu d'autres monstres auparavant. Donc finalement, qu'il batte Strowman, bon, peut-être que ça rejoint une certaine forme de logique. Et puis écoute, la fin, ça y est, Fiend, il est vraiment, voilà, il commence à vraiment complètement occuper l'espace. Je trouve que c'était intelligent, c'était bien fait ça à la fin, voilà, qu'il n'y ait pas de manifestation de joie pour Rollins parce que pas le temps, parce qu'il y a un clown barbu inquiétant qui est là dans la place et qui a décidé que ça allait pas se passer comme ça. Ça veut dire aussi que ça nous lance le film dans la course au titre suprême, hein, au passage, mine de rien. Ah bah oui. Là, il est en train de se placer directement en number one contender. Je crois qu'on est dans les, ouais, là, The Fiend, là, c'est ce qu'il faut. Ça me va bien, ça me va très bien comme ça. Ah ouais, c'est marrant, Bonne fin de pay-per-view pour moi. j'ai, sur le combat, j'ai bien aimé le combat, même si, je sais pas, je trouve il y a ce Brock Lesnar style, en fait, au tout début du match et à la toute fin, c'est côté, à un moment donné, en fait, on fait plus rien que des finishers, qui est beaucoup Lesnar, en gros, il fait des matchs maintenant, il fait que des finishers, quoi, il fait que des souplesses et des F5, même si je comprends le côté, Strowman très fort, mais je sais pas, je continue d'avoir c'est très bien que Strowman ait retrouvé le main event là, mais je trouve que voilà, j'ai l'impression, même au niveau du public, tu vois, tu parlais de Kofi Kingston tout à l'heure, que limite les gens auraient préféré, en plus d'affection pour Strowman, auraient bien aimé le voir gagner finalement et que Rollins, il a un peu presque un syndrome de Roman Reigns il y a quelques années, quoi. C'est vrai qu'il gagne tout, alors il est pas booké comme le plus costaud, mais pour moi c'est ça, c'est l'image de l'anguille, c'est-à-dire il glisse entre les doigts de tout le monde, des powerhouse, et puis il réussit. Alors il fait un beau règne, il n'y a pas de souci, mais comme je pressens et je pense que The Fiend là est un gros projet de la WWE, donc que le Fiend est peut-être bien notre prochain champion universel. Je sais pas si au final il fallait faire envoyer Strowman perdre comme ça une occasion en or et perdre clean. Je sais pas trop, je suis un peu mitigé. J'avais dit à Raw l'année dernière, je pensais pas que Rollins allait gagner clean face à Strowman. Ben ouais, tu vois. Alors moi, oui, et du coup, je Un me, double count-out, voilà, une DQ à quelque chose, je sais pas, je m'attendais pas à ce finish clean comme ça. Hmm. Ça affaiblit vraiment Strowman, quand même un peu. Bon, On se rend compte que dans les matchs importants, il est jamais là, quoi. ouais.
Et malgré tout, hein, il a beau être le monstre qu'il est, il a beau être hyper over auprès du public, et bah dans les matchs qui comptent, il est jamais là. Et du coup, il a à part gagner le pseudo Greatest Royal Rumble en là, et puis gagner la André de Battle Giant, Memorial Battle Royal Rumble, voilà, et ben Ouais. c'est un peu, c'est moi quelque part, ça me déçoit un peu quoi, ce traitement du monstre justement. Après sur Rollins, je suis plus partagé, en face par moment là, je commence des fois tu vois j'en ai un peu marre de Rollins en face quoi. Tu Ouais. mets bien la période le chacal architecte là, tu vois, c'est Mm. l'architecte, c'était sympa. Là maintenant effectivement ils veulent en faire, c'est Monday Night Rollins quoi, donc ils en ont fait le Ouais. face de Raw. Et parfois ça passe, et puis parfois un peu moins. Bon, là, je trouve qu'ils ont bien géré le truc parce qu'il y a eu cette intervention de Bray Wyatt à la fin. Ouais. Pour toi, ça sauve le truc. Ouais, tu vois, moi, limite, j'aurais préféré qu'elle arrive au Raw du lendemain, mais là, je sais pas. Est-ce que ça gâche un petit peu la fête? En fait, je suis très étonné, positivement peut-être, mais en tout cas, c'est vraiment un personnage de film d'horreur, quoi. Ce film, et quand on a vu les enfants filmés dans la tribune, quand voilà tout ça, et je dis qu'on envoie ça pour finir et clore le show, c'est ce monstre, quoi. Je me dis, ils ont pas peur de voir des parents qui qui disent aux enfants arrêtez de regarder le catch parce que là le truc il va vous faire des gros cauchemars. C'est Peut-être en même temps, si tu veux, c'est un pay-per-view de seconde catégorie, donc finir un pay-per-view de seconde catégorie oui, sur un truc un peu plus dark et un peu plus, tu vois, un peu plus creepy, quoi. Moi, ça me dérange pas, si tu veux. oui, J'aime bien les happy end dont tu parles quand on est là dans les 4-5 gros pay-per-view de l'année là. c'est vrai, oui. Et moi, ça me dérange pas sur les pay-per-view de deuxième catégorie qu'il y ait un finish un petit peu dark, quoi. Donc Mhm. ça m'a pas posé de soucis. Et si tu veux, au vu de la réaction du public pendant le main event, qui a été assez mou et qui a pas trouvé le public extraordinaire pendant ce Mhm. et je sais pas si Rollins, s'il aurait eu une pop complètement délirante à la fin du match, il y aurait eu une pop, mais voilà. Alors que là, l'arrivée de Wyatt, Oui, ça a généré de la réaction, ça a généré, tu vois quoi, c'est vrai. les cris, il y a eu une grosse pop, il y a eu, voilà. Donc, écoute, un peu perdu de deuxième catégorie qui se finit en mode dark, ça me Toi, va. ça doit. Ouais. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Alors, ben d'ailleurs, petite anecdote, hein, comme on était à Charlotte, on remarque que les deux natifs de Charlotte, c'est-à-dire Charlotte elle-même et, euh, Cédric Alexander, donc ont perdu. Hein, on respecte la règle de perdre à la maison. Ouais, Le régional de l'étape perd, voilà. et je crois que c'est de l'ordre de 80% de chance de perdre le combat, quoi. Oui, c'est très très rare. CM Punk qui gagnait à Chicago parfois, mais c'était rare quand même. Et euh, et oui, bah je te rejoins. Et c'est un peu ce que je disais. Moi, je pense que limite à pop équivalente, Braun Strowman en avait peut-être plus là. Bah, disons qu'on le voit tellement perdre qu'on avait plus envie de le voir gagner que Rollins. On le voit tellement souvent gagner que c'est moins inattendu. Et moi, je reviens là-dessus parce que c'est vrai que j'avais oublié de dire ça, mais en fait, j'étais persuadé que la place du titre US en pré-show allait nous garantir une intervention de The OC de AJ Styles dans ce main event. Et au final, bah non, effectivement, pas du tout. Mais non, Clean. Mm. archi clean. Archi clean pour l'architecte. Voilà. Eh ben écoute, on va finir là-dessus ce Clash of Champions. Ben, j'espère que vous qui nous écoutez, vous avez bien aimé ce pay-per-view et que vous avez bien aimé écouter l'analyse avec nous. On va voir si on a bien aimé au final. On va faire le mot de la fin. Donc Chris, quelle note peux-tu donner à ce show et quel est ton top? Là, je crois que je devine ton top, mais je vais te laisser le dire. Et quel est ton flop, s'il te plaît? Alors, mon flop, il va aller au placement dans la carte du titre US et du traitement des deux catcheurs que j'ai trouvé. J'ai trouvé ça pas respectueux pour AJ Styles et Cedric Alexander. Mhm. Vraiment, ça m'a particulièrement déplu d'entrée de pay-per-view. Donc ça, c'était pas cool, quoi. Voilà, quoi. Vraiment, alors après, j'aurais pu donner mon flop, peut-être un ou deux autres trucs au passage, mais rien de bien méchant. Donc, Mhm. donner vraiment à ce fameux titre US, quoi, à ce match de titre US, quoi. Mon top, bah, je suis confus là, je suis dans l'embarras parce que j'aurais pu donner un co-top parce que voilà, entre l'histoire de Harper et Rowan et puis le match féminin Sacha Becky que j'ai trouvé vraiment excellent, et ben je vais le donner aux femmes mon top. Mais ben, Ah, dis donc. aux femmes, mon top il va aller au match
Sacha versus Becky. Voilà, j'ai trouvé ça excellent. Pour moi, le meilleur match de la soirée, le show stealer. Et c'est un match que j'aurais mis en avant-dernier sur la carte, si ça avait été moi qui avais booké ça. Et j'aurais relégué vraisemblablement le match tag team, peut-être de Raw ou peut-être de SmackDown, je sais pas, en pré-show. Et j'aurais mis le match US dans la carte principale. Donner au moins 12 à 15 minutes à Cedric Alexander et AJ Styles. Merde. Voilà. Et Sacha versus Becky, qui pour moi est le match de la soirée, en tout cas mon match de ma soirée à moi. Très bien. Et bien, quelle note alors, Chris? C'était un pay-per-view bien, mais pas top. Beaucoup de trucs quand même qui m'ont laissé soit dubitatif, soit j'ai pas aimé, soit je me suis un peu ennuyé. Déçu un peu justement aussi oui, le fait que Kofi Orton, ça n'a pas délivré la marchandise à mon humble avis. Et donc ma note, ça va être un 3. Ok, bah écoute, on va se rejoindre au niveau de la note. Moi j'hésite entre 3 et 3,5. En fait, j'ai un vrai sentiment de crescendo, c'est-à-dire que mon flop pour moi c'est plutôt le match de Charlotte et Bayley, quoi, parce que autant AJ Styles et Cedric Alexander c'est très étonnant, mais une fois que c'est en pré-show, c'est le concept du pré-show, mais autant là en main card c'est très étonnant que les deux nous aient pas fait quelque chose d'autre. Et j'ai vraiment une sensation qu'on accélérait, qu'on allait de plus en plus fort, et que ces premiers matchs-là, c'est comme si on nous avait dit, on a trop de ceintures, en fait, on a trop de matchs, donc on va les faire vite. Allez, AJ Styles, Cedric Alexander, ok, bon, ça c'est fait. Bayley, Charlotte, ok, ça c'est fait. Et pour moi, le pay-per-view va vraiment commencer. C'est le revival, quoi. J'ai l'impression qu'il m'a un peu réveillé. Mais par contre, la fin, ouais, Becky et Sacha, très gros match. Roman et Rowan, on leur tire leur chapeau. Et puis moi je mets mon top. Du coup tu l'as pas mis, je pensais que tu allais le mettre. Je vais mettre mon top à Luke Harper et Eric Rowan, qui sont tous les deux ensemble et qui ont bien réussi leur prestation. Donc 3, moi je vais rester sur 3 pour qu'on soit d'accord. Flop, le match féminin de SmackDown, et top, top du coup le seul match sans ceinture, c'est assez drôle, de ce Clash of Champions. Seul match avec une stipulation. En plus, ouais. Eh ben écoute, voilà, ce fut un pay-per-view, comme tu l'as dit, intermédiaire. On est après SummerSlam, on a Hell in a Cell qui arrive très vite, dans 3 semaines, donc on va bientôt voir la suite. Vous allez l'écouter avec nous, j'espère, pour nos analyses de Raw et de SmackDown qui vont pas tarder. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vos pronostics étaient bons, si vous êtes content de revoir Luke Harper. Si vous êtes content de voir The Fiend, qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi, si vous avez bien aimé le match féminin, si vous êtes un fan de Humberto Carrillo, dites-nous tout, et puis on essaiera de répondre. Hein. N'oubliez pas que vous pouvez nous écouter donc sur iTunes, PodCloud ou Spotify, et puis il y a la version YouTube aussi pour les YouTubers, et puis Facebook, Instagram, Twitter, là on est Catch-Up CDC, donc laissez-nous des commentaires, des avis, des likes, des cœurs, des +1, des étoiles, de l'argent aussi, si vous voulez, il n'y a pas de problème. On prend tout, Chris. Hein. Ouais. Allez hop, le total. Allez, hop. Et voilà, et écoute, là-dessus, Chris, je te remercie d'avoir pris de ton temps pour analyser avec moi ce Clash of Champions 2019. Ça fut un plaisir de t'avoir en ma compagnie. Un plaisir partagé, mon Raphaël. Et écoute, plaisir à partager avec tous nos fans, j'espère. En tout cas, moi, je suis un de tes plus grands fans, Chris, je tenais à te le dire. Voyons. Voilà. Et puis, écoute, on va dire à tout le monde, et on va souhaiter à tout le monde une bonne semaine pleine de catch, puisque comme tu l'avais dit, il y a des grosses choses qui se préparent. C'est aussi la semaine de l'arrivée d'NXT sur la télé américaine. Donc, peut-être qu'on va essayer une analyse, hein, Chris, non? Ouais, moi j'ai dit, je m'étais engagé sur l'honneur de la table de contrat de catch-up que pour la première de NXT en live TV, je me fendrai d'une review. C'est vrai, je me souviens, c'était Steve Austin qui t'avait fait signer le contrat d'ailleurs. Ouais, tout à fait, ouais, c'est Stone Cold s'était déplacé spécialement à catch-up pour ça, quoi. Donc, vous aviez bu de la bière, mais je crois que la tienne n'était pas sans alcool, hein, de mémoire. Ou pas de la mauvaise bière, en tout cas. Voilà, bon, on espère que tu tiendras tes promesses, hein, pas comme un certain Giscal dont on attend toujours la review de All Out, mais ça, on va pas le dire trop fort, hein. Non, on fait comme si on n'avait rien entendu. Voilà, allez, écoutez, merci à tous de votre écoute, et puis voilà, je le redis encore une fois, mais bonne semaine pleine de catch, et à bientôt à tous, ciao. Allez, salut Raph, salut peuple de catch.
Et il fait même pas la promo, moi je vous le dis, parce que c'est un grosse feignasse ce Raphaël, quoi. Et alors, et normalement on n'est pas censé dire, hein, les Facebook, les Twitter, les Spotify, les iTunes, les iCloud, tous les machins et tous les bidules, hein. Mais je l'ai dit tout ça, Chris. Tu ne m'as pas écouté? Bah, ouais, je devais être à l'ouest, alors tu vois, je devais être en train de faire autre chose à ce moment-là, quoi. Je suis complètement épuisé par cette Ah, bah longue écoutez, et voilà. ardue, mais active quand même.